Nous n'avons pas de... Et donc, tout de suite, le Rassemblement national, Stéphane Rambaud. Merci, Monsieur le Président. C'est bon? Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, depuis des siècles, les chrétiens d'Orient sont les gardiens d'une civilisation plurimillénaire, ancrée dans des terres marquées par l'histoire et la foi. Aujourd'hui, ils subissent des persécutions d'une intensité dramatique, souvent dans une indifférence internationale préoccupante. Leur présence dans ces régions est menacée à terme. Au Liban, les escalades de violences liées au conflit israélo-palestinien ont durement affecté les communautés chrétiennes. Dans le sud Liban, jusqu'à 90% des habitants des villages chrétiens ont dû fuir leur foyer. Les chrétiens arméniens ont subi les foudres de l'Azerbaïdjan. L'invasion de l'Artsakh par Bakou en septembre 2023 a conduit à un exode massif, une épuration ethnique, où en une semaine, 120 000 personnes, des familles entières ont tout abandonné, condamnées à l'errance. En Syrie, les communautés chrétiennes arabes continuent de souffrir. Les attaques sporadiques de groupes armés dans certaines zones ont empêché des milliers de familles déplacées de retourner dans leur foyer. En Irak, la situation reste dramatique. Pour les chrétiens de la plaine de Ninive, les villages détruits par les combattants islamiques peinent à être reconstruits. Environ 80% des chrétiens arabes qui vivaient dans ces zones avant 2014 ne sont toujours pas revenus. En Égypte, la communauté copte continue de subir des attaques violentes. En 2022, un incendie criminel dans une église au Caire a causé la mort de 41 fidèles. En Iran, les chrétiens convertis, considérés comme apostats par le régime, vivent sous une surveillance permanente. Des arrestations récentes en 2023 ont mis en lumière les discriminations flagrantes à leur encontre avec des peines de prison lourdes. Ces persécutions exigent une réponse forte. Elles appellent à des engagements concrets et immédiats pour apporter une aide massive aux chrétiens d'Orient, leur permettre de rester dans leur foyer et intensifier les efforts diplomatiques afin de garantir leur sécurité et leur droit à vivre en paix sur leurs terres ancestrales. La France doit pleinement assumer son rôle et travailler activement à leur protection, fidèle à ses promesses. Bien. Ben, écoutez, vous n'aviez pas de questions, vous avez fait un certain nombre de constatations, et je crois que ça n'appelle pas de réponse de la part de nos interlocuteurs. Alors, je donnerai la parole à Pierre-Alexandre Anglade pour Ensemble pour la République. Et merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour vos présentations. Et je voudrais, en préambule ce matin, saluer au nom de notre groupe l'accord pour le cessez-le-feu qui a été conclu hier soir entre Israël et le Liban. Je crois que c'est un signe d'espoir pour la suite. Et cet accord, soulignons-le, est le fruit d'un intense travail diplomatique mené par la France et les États-Unis d'Amérique. Il est important, je crois, que ce cessez-le-feu puisse tenir dans la durée pour restaurer la sécurité des Libanais, celle des Israéliens, et puis permettre le retour en sécurité de tous les déplacés dans les deux pays. Et il doit permettre, et c'est très important, la restauration de la souveraineté du Liban. Et plus largement, évidemment, les conditions d'une paix durable. Moi, je voudrais peut-être, en préambule, vous interroger sur la situation au Liban, parce que hier soir, le président de la République, dans son allocution à la suite de la conclusion de cet accord, a parlé du redressement durable du pays. Et donc, moi, j'aurais aimé peut-être avoir votre vision sur les perspectives de ce redressement économique, politique, au lendemain du cessez-le-feu, et puis sur l'élection le plus rapidement possible, c'est ce qui a été exprimé par la voix du président de la République hier soir, eh bien, d'un président au Liban et d'un gouvernement fort. Cet accord, et c'est mon deuxième point, il doit mener aussi, je crois, à un cessez-le-feu à Gaza, qui est évidemment trop attendu, vous venez de l'expliciter à l'instant, et qui doit permettre la libération des otages, l'entrée massive de l'aide humanitaire dans le territoire, et surtout la fin de la souffrance insupportable et intolérable du peuple gazaoui, et il y a évidemment urgence. Et donc, M. Khalfa, vous l'avez évoqué un petit peu à la fin de votre intervention, mais pourriez-vous peut-être nous dire, selon vous, quelles sont les modalités pour parvenir à un cessez-le-feu éventuel à Gaza, et puis évidemment une solution politique durable? J'ai conscience que c'est une question à laquelle on ne répond pas en 2 minutes 30,
Mais si vous pouviez nous apporter quelques éléments, ce serait précieux. Merci beaucoup. Je propose que chacun d'entre vous, une minute chacun, tous les deux. Bon, je vous réponds moi sur Gaza et Israël, et puis mon collègue va vous répondre sur le Liban. En fait, si vous voulez, l'hypothèse la plus probable à ce stade, c'est une reprise des négociations. Comme vous le savez, le Qatar s'est retiré, mais en réalité de manière temporaire. Il s'agit de faire pression à la fois sur Israël et sur le Hamas. L'intérêt des Israéliens, c'est d'ici à l'intronisation de Trump, j'ai dit tout à l'heure, le 20 janvier prochain, c'est que ce conflit, en tout cas, disons, qu'un accord partiel de cessez-le-feu soit proclamé, parce qu'il ne faut pas oublier que au sein de l'électorat de Trump, vous avez un segment arabo-américain, on l'a vu libano-américain et aussi arabo-américain de manière plus générale, qui a permis entre autres, qui a fait la bascule, a permis à Trump d'être élu, et donc il y aura une volonté d'administration entrante de renvoyer l'ascenseur, pour ainsi dire. Et Trump, pendant la campagne électorale, je vous le rappelle aussi, très habilement d'ailleurs, même s'il dit à peu près tout et son contraire, avec une forme de pensée magique, et a fait référence à un cessez-le-feu à Gaza et au Liban, en disant « quand j'arriverai au pouvoir, il faut que ces conflits soient derrière moi », parce que ce qu'il souhaite, c'est une région un peu stabilisée et surtout sous-traiter la sécurité régionale aux principaux partenaires stratégiques des États-Unis, c'est-à-dire Israël d'un côté et les pays arabes de l'autre. Donc il est envisageable qu'un accord de cessez-le-feu partiel, graduel, soit mis en place. Aussi parce que du côté du Hamas, comme vous le savez, le haut commandement militaire a été décapité. Vous avez une bascule vers la branche extérieure du Hamas, principalement aujourd'hui à Istanbul, plutôt des politiques que des militaires. Le Hamas est très très affaibli, et donc le mouvement islamiste voudra sauver ce qu'il peut encore sauver de sa force combattante et de son arsenal. Et donc c'est aussi l'intérêt du Hamas de conclure un cessez-le-feu au moins partiel. Merci. Je sais bien que c'est compliqué, mais il faut absolument que vous essayiez de rester dans le délai, parce que sinon on a encore énormément d'interventions. Monsieur... Pour combien de temps? 30 secondes pour 30 secondes et demie. Monsieur Chagnolot. Oui. Je crois que ce cessez-le-feu, comme vous l'avez souligné, monsieur le député, est effectivement très important. D'abord, évidemment, pour les populations qui ont subi ces bombardements et qui ont fait pas loin de 4000 morts. Mais ensuite... on est dans l'incertitude parce qu'effectivement, ces 60 jours, ça n'aura échappé à personne que ça signifie l'arrivée de Trump, évidemment, 5 jours après. Mais surtout, ce qui me paraît important dans tout ça, c'est que ça peut être la déconnexion entre ce qui se passe au Liban et donc avec le Hezbollah, dans le cadre de la 1701, et pas simplement le Hamas, mais la question palestinienne. Et à partir de là, il y a deux voies en ce qui concerne la question palestinienne. Soit, comme l'a dit d'ailleurs Netanyahou hier soir, on va faire pression sur le Hamas et en fait, on va essayer d'aller encore plus loin dans cette guerre totale pour bien, comment dirais-je, les faire capituler et qu'il n'y ait plus du tout ensuite de négociations. Si c'est ça, on retombe dans le schéma que j'ai évoqué tout à l'heure. Et c'est probablement ce qui va se passer, j'en sais rien, mais c'est probable. Ou bien, j'ai toujours cette espèce d'espoir un peu comme ça, naïf, consistant à penser qu'on viendrait vers des fondamentaux, c'est-à-dire qu'on ne réglera pas ça sans réfléchir à l'avenir, et l'avenir, ça passe par deux États et des négociations. Or, on est à des années-lumière de ça, évidemment. Donc, très probablement, de ce que j'ai entendu hier soir de Netanyahou, c'est de dire, voilà, on a gelé le front avec le Liban, ce qui est important. Mais ensuite, ça nous laisse les mains libres pour la question palestinienne d'un côté. Et bien entendu, il l'a dit aussi, je ne fais que le citer, par rapport à l'Iran. C'est les deux. Voilà. Donc, voilà, je vais dépasser mes 30 secondes, donc je m'arrête. Monsieur Charby, on pense toujours à vous. Hein. Si vous voulez dire un mot. Un seul mot, effectivement. Pour souligner le paradoxe, il faut bien comprendre toute situation à l'issue de laquelle le Hamas sort renforcé et se reconstitue, empêche tout retour à la négociation. D'un autre côté, il est vrai que tant que Netanyahou se maintient au pouvoir, et les prochaines élections
s'il n'y a pas dissolution de la Knesset préalable, sont pour novembre 2026. Il ne faut pas espérer de la part de Netanyahu. Et je ne miserai pas sur Trump. On connaît son caractère imprévisible. En général, ce caractère imprévisible, en tout cas lors de son premier mandat, n'a pas conduit Trump à prendre des décisions, on va dire, équilibrées. Et donc, de ce point de vue-là, je suis un peu réaliste et un peu pessimiste. Je pense qu'on sera dans une situation plutôt gelée et bloquée et qu'il faut attendre donc à la fois la reconstitution d'une alternance du côté palestinien et du côté israélien, un pôle d'opposition qui remporterait les élections, et ça se jouera en fonction du sort des otages. Si, et ce sera ma dernière ligne, ma dernière phrase, si il y a 10 survivants sur les 101, Netanyahou sera tenu pour responsable, sinon coupable, de les avoir sacrifiés. S'il en revient avec 50 sur les 101, à ce moment-là, effectivement, il pourra tenir jusqu'en novembre 2026. Merci. Alors maintenant, Nathalie.